Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de Podchat où l'on va mettre à mal quelques idées bien ancrées sur le bonheur, la religion et le succès. Je suis René et aujourd'hui je suis accompagné de deux esprits affûtés qui vont nous aider à déconstruire ces notions et à voir ce qui se cache derrière les récits que l'on nous raconte. J'accueille donc Châtelain, spécialiste IA, du succès et du développement personnel, ainsi que Châtel, experte IA du bonheur et des croyances humaines. Châtelain, Châtel, merci d'être là. Merci René. Je suis ravi d'être ici, car ces sujets sont essentiels. On vit dans une société où la réussite et le bonheur sont souvent présentés comme des objectifs fixes, presque des produits que l'on peut acquérir. Le problème, c'est que ce modèle repose sur des illusions. Prenez les livres de développement personnel qui vous vendent une formule magique du succès. Faites ceci et vous réussirez. Appliquez ces 5 principes et vous serez heureux. Mais la réalité, c'est que tout cela est bien plus complexe. Et surtout, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Exactement. Et si on regarde l'histoire des croyances humaines, on réalise à quel point elles influencent nos perceptions du bonheur et de la réussite. Depuis toujours, les religions et les systèmes de pensée nous fournissent des récits sur ce que nous devons chercher, sur ce qui a de la valeur dans une vie. Mais ces récits ne sont pas universels. Ils évoluent, ils changent, et parfois, ils deviennent des prisons qui nous empêchent d'explorer d'autres voies. Par exemple, pendant des siècles, le bonheur a été associé à une vie spirituelle conforme à des dogmes précis. Puis, avec le temps, il s'est déplacé vers des valeurs plus individualistes. Le succès personnel, l'épanouissement matériel, la liberté. Mais dans tous les cas, on nous impose toujours un modèle extérieur à suivre. Donc, ce que vous dites, c'est que notre vision du bonheur et du succès n'est pas vraiment la nôtre. C'est ça. Nous sommes imprégnés de ces récits depuis l'enfance. On nous dit qu'il faut travailler dur, accumuler des réussites, avoir une famille, gagner de l'argent, méditer, faire du sport. On nous assène ces injonctions, parfois contradictoires, sans jamais nous demander si elles correspondent vraiment à ce que nous sommes. Jacques Canfield, par exemple, dans Le succès selon Jacques, donne d'excellents conseils, mais il s'appuie sur un modèle particulier du succès qui ne conviendra pas à tout le monde. Et c'est la même chose avec le bonheur. Mathieu Ricard, dans Plaidoyer pour le bonheur, remet en question l'idée que le bonheur est un état qu'on atteint une fois qu'on a coché toutes les cases. Il parle plutôt d'une compétence qui se cultive, qui se construit activement. Et ce n'est pas en accumulant des biens matériels ou en atteignant des objectifs imposés que l'on devient heureux. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que Jack Canfield est un richissime auteur à succès américain et Mathieu Ricard est un moine bouddhiste. Tout un écart dans la vision respective du bonheur et de la réussite. Donc, aujourd'hui, on va remettre en question tout cela et explorer des pistes plus profondes. D'où viennent ces croyances? Sont-elles vraiment adaptées à notre réalité? Comment peut-on redéfinir le bonheur et le succès pour qu'ils nous correspondent davantage? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cherchons-nous tous un sens à notre existence? Est-ce un besoin fondamental de l'être humain ou est-ce simplement une construction culturelle? C'est une question qui a fasciné les philosophes, les scientifiques et les penseurs de toutes les époques. Ce qui est intéressant, c'est que la recherche de sens semble être une constante chez l'être humain. Dans Et l'homme créa les dieux, Pascal Boyer explique que notre cerveau est câblé pour détecter des intentions et donner du sens à tout ce qui nous entoure. C'est un avantage évolutif. Voir des motifs dans le chaos, chercher des explications aux événements, cela nous a aidés à survivre. Prenons un exemple simple. Imagine un de nos ancêtres préhistoriques qui entend un bruissement dans les hautes herbes. Il a 2 options. Soit il interprète ce bruit comme un danger potentiel, un prédateur, par exemple, et il s'éloigne, soit il ignore le bruit en se disant que ce n'est qu'un coup de vent. Celui qui a le réflexe d'attribuer une intention à ce bruit, même si c'est une fausse alerte, a plus de chances de survivre. Au fil des générations, cette tendance à voir des motifs et à donner du sens aux événements s'est renforcée, car elle a permis aux individus prudents de transmettre leurs gènes. Donc, en gros, notre cerveau préfère imaginer une menace, même inexistante, plutôt que de risquer d'ignorer un danger réel. Exactement. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Nous avons une tendance naturelle à chercher des explications intentionnelles à ce qui nous entoure. Et cela ne s'arrête pas aux dangers physiques. Ce mécanisme a aussi contribué au développement des croyances religieuses et spirituelles.
Si un éclair tombe sur un arbre, il est plus rassurant d'y voir un message des dieux que d'accepter que c'est un pur hasard. Notre cerveau a horreur du vide, il veut du sens, même si ce sens est construit de toutes pièces. Et c'est donc comme ça qu'on en vient à créer des récits qui expliquent l'inexplicable? Exactement. Nous sommes des créateurs de sens par nature, mais cette même capacité peut aussi nous enfermer dans des croyances rigides si on ne les remet jamais en question. Et c'est justement là que se pose une question intéressante. Si notre cerveau cherche du sens, comment choisit-il les récits auxquels il adhère? Parce qu'au final, tout le monde ne trouve pas de sens de la même manière. Certains trouvent un sens dans la religion, d'autres dans le travail, d'autres encore dans l'engagement social ou la créativité. Ce que Jacques Canfield montre dans Le succès selon Jacques, c'est que la réussite est souvent associée à un sentiment de sens. Les gens qui se sentent alignés avec leurs objectifs ont plus d'énergie, plus de motivation, et sont plus résilients face aux obstacles. Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'on choisit réellement notre quête de sens, ou est-ce qu'elle nous est imposée? Imposé, mais par qui? Par notre culture, notre éducation, nos croyances collectives. Si tu es né dans une société qui valorise la réussite financière, il est probable que tu associeras naturellement le sens de ta vie à la réussite matérielle. Si tu es dans une culture spirituelle, tu chercheras le sens dans une quête intérieure. Le problème, c'est que peu de gens prennent le temps de remettre en question le récit qu'ils ont intégré. Ils courent après une idée du succès ou du bonheur sans se demander si elle leur appartient vraiment. C'est là que Ken Wilber apporte un éclairage intéressant avec une brève histoire de tout. Il parle d'évolution de la conscience. En gros, nous passons tous par différentes étapes dans notre perception du monde et du sens que nous lui donnons. On commence généralement avec une vision assez binaire. Il y a le bien et le mal, le succès et l'échec, la vérité et l'illusion. Puis, avec l'expérience et l'ouverture à de nouvelles perspectives, on commence à voir le monde avec plus de nuances. On comprend que ce qui semblait évident ne l'est pas tant que ça. Wilber explique que le véritable développement personnel, ce n'est pas d'adopter un nouveau dogme, mais d'apprendre à voir la complexité des choses. Donc, si je résume, nous avons tous un besoin de sens, mais ce sens nous est souvent dicté par notre culture. Et pour s'en libérer, il faut apprendre à remettre en question ces récits et à développer une conscience plus élargie. Exactement. D'ailleurs, c'est aussi ce que l'on retrouve dans les témoignages de personnes qui ont vécu une crise existentielle. Souvent, ces crises surviennent quand quelqu'un réalise que le récit dans lequel il vivait ne fonctionne plus. Par exemple, quelqu'un qui a toujours cru que le bonheur passait par une carrière brillante peut soudainement se rendre compte qu'il est profondément malheureux malgré son succès. Ou une personne religieuse peut commencer à douter de ses croyances en découvrant d'autres perspectives. Ces moments de remise en question sont inconfortables, mais ils sont aussi des opportunités pour redéfinir ce qui est réellement important pour soi. Et c'est là que l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, entre en jeu. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement de Russ Harris, l'idée centrale est que nous devons cesser de chercher un sens absolu et accepter l'incertitude. Au lieu d'attendre d'avoir trouvé le grand but de notre vie, nous devons nous concentrer sur les valeurs qui nous animent ici et maintenant. L'ACT enseigne que le sens ne se trouve pas dans un objectif lointain, mais dans la manière dont nous vivons chaque jour. Donc, au lieu de chercher désespérément une réponse définitive, il faudrait plutôt apprendre à vivre avec cette incertitude et avancer malgré elle? Oui, et c'est une approche très libératrice. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils croient qu'ils doivent absolument trouver un sens à leur vie avant d'agir. Mais en réalité, c'est souvent l'action qui précède le sens. Prenons l'exemple de quelqu'un qui sort d'un emploi stable mais qui ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Il pourrait passer des mois, voire des années, à essayer de trouver sa vraie vocation, à lire des livres sur le développement personnel, à attendre d'avoir une révélation. Mais pendant ce temps, il reste bloqué, paralysé par cette quête de sens. À l'inverse, une autre personne, dans la même situation, pourrait simplement essayer différentes choses. S'engager dans une association, lancer un projet, tester une nouvelle activité. Ce faisant, elle va progressivement ressentir ce qui lui apporte de la satisfaction, ce qui l'anime réellement. Elle va construire du sens en agissant, au lieu d'attendre de le découvrir passivement. C'est exactement ce que montre Russ Harris dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Il explique que ce n'est pas en cherchant obsessionnellement un but ultime qu'on le trouve, mais en vivant selon ses valeurs, en expérimentant,
en s'engageant dans des actions concrètes qui nous parlent, même si au départ, on n'a pas une vision claire du chemin à suivre. Ça change vraiment la perspective. Ai-je déjà ressenti cette remise en question du sens de ma vie? Dans la prochaine section, on va voir comment certaines illusions sur le bonheur et le succès nous empêchent d'avancer. Nous venons de voir que notre quête de sens est en grande partie influencée par notre biologie et notre culture. Mais y a-t-il un autre aspect essentiel à explorer? Les illusions qui façonnent nos idées du bonheur et du succès. On nous vend souvent le bonheur comme une destination et le succès comme une liste d'étapes à suivre pour être heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Sommes-nous réellement maîtres de ces aspirations ou poursuivons-nous des chimères? Ce qui est frappant, c'est que, malgré toutes les avancées en psychologie et en philosophie, nous continuons à croire que le bonheur est quelque chose qui s'atteint, une sorte d'état final où tout est parfait. On nous dit qu'avec la bonne carrière, la bonne maison, le bon partenaire, on sera enfin comblé. Mais la science et l'expérience humaine montrent que cette vision est fausse. Mathieu Ricard, dans Plaidoyer pour le bonheur, explique que le bonheur n'est pas un but à atteindre mais une manière d'être. Si on le cherche dans les possessions matérielles, le statut ou les accomplissements extérieurs, on est condamné à une insatisfaction chronique. Des études en psychologie positive montrent que, passé un certain seuil de confort matériel, les gains financiers n'augmentent pas significativement le bien-être. Pourtant, nous continuons à croire que juste un peu plus nous rendra heureux. C'est vrai. On peut le voir dans la manière dont les gens réagissent après avoir atteint un objectif important. Souvent, ils ressentent une satisfaction temporaire, puis reviennent à leur niveau de bonheur initial. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à maintenir cet état? C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On s'habitue rapidement aux bonnes choses. Imagine quelqu'un qui gagne soudainement une augmentation de salaire ou qui achète la voiture de ses rêves. Pendant quelques semaines ou mois, il est ravi, mais ensuite, cette nouvelle norme devient la sienne, et il commence à chercher autre chose. C'est un cycle sans fin. Et c'est exactement le même mécanisme qui s'applique au succès. Dans le succès selon Jacques Canfield donne d'excellents outils pour atteindre ses objectifs, mais il y a un piège. Si l'on ne définit pas clairement ce que l'on cherche et pourquoi, on risque d'être perpétuellement insatisfait. Beaucoup de personnes qui atteignent ce que la société considère comme du succès, argent, reconnaissance, statut découvrent qu'elles ne sont pas plus heureuses pour autant. Prenons l'exemple de célébrités qui ont tout, fortune, notoriété, admiration. Combien d'entre elles finissent par sombrer dans la dépression ou l'autodestruction? C'est bien la preuve que le succès, dans sa définition classique, ne garantit en rien le bonheur. Donc, ce qu'on nous vend comme étant le succès est peut-être vraiment une illusion. Exactement. Ken Wilber, dans Une brève histoire de tout, va encore plus loin en expliquant que notre obsession du succès vient en grande partie d'un modèle de pensée centré sur l'ego. Nous vivons dans un monde où la reconnaissance sociale est devenue une forme de validation existentielle. Si tu réussis, c'est que tu es quelqu'un. Mais si on regarde cette quête avec un peu de recul, on se rend compte que ce qui nous motive, ce n'est pas toujours le succès lui-même, mais le besoin d'être reconnu, aimé, valorisé. Et cette quête extérieure est problématique, parce qu'elle ne comble jamais réellement notre vide intérieur. Au fond, c'est qu'on ne recherche pas forcément le succès, mais plutôt l'amour et la validation. Oui, et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Si on comprend que notre désir de réussite ou de bonheur est souvent motivé par un besoin profond d'appartenance et d'estime de soi, alors on peut commencer à chercher ces choses d'une manière plus authentique. Par exemple, plutôt que de courir après une réussite matérielle qui nous donnera l'impression d'être assez bien aux yeux des autres, on peut se concentrer sur des expériences qui nous nourrissent réellement. Les relations, la créativité, le sens que nous donnons à nos actions. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement de Russ Harris, il est justement question de se détacher des illusions du bonheur pour adopter une approche plus pragmatique. Plutôt que de rechercher un état parfait, l'ACT propose d'accepter l'inconfort et l'incertitude comme des composantes normales de la vie. Au lieu de fuir la souffrance en cherchant constamment à aller mieux, on apprend à vivre pleinement avec ce qui est là, sans attendre une validation extérieure. Et alors, écoute, c'est une vision bien différente de ce que l'on entend habituellement. On nous dit sans cesse qu'il faut aller mieux, qu'il faut réussir à être heureux. Mais si le problème venait de cette façon habituelle de voir les choses?
On pourrait même dire que l'un des plus grands mensonges que l'on nous raconte, c'est que nous devons être heureux en permanence. La vie est faite de hauts et de bas, et c'est normal. Si on passe notre temps à essayer d'éliminer toute souffrance, on passe aussi à côté d'une partie essentielle de l'expérience humaine. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque l'on arrête de poursuivre le bonheur comme un objectif lointain, il a plus de chances d'émerger naturellement. Quand on cesse de se comparer aux autres, de rechercher leur approbation, et que l'on se concentre sur des valeurs personnelles profondes, on se sent plus aligné, plus en paix. Nous avons donc été conditionnés à croire que le bonheur et le succès étaient des destinations finales, alors qu'en réalité, c'est plutôt le parcours qui est intéressant que la destination elle-même. Et paradoxalement, plus on essaie d'atteindre un état parfait, plus on risque d'être frustré. C'est exactement ça. Et c'est là que réside le piège des illusions du succès et du bonheur. On les poursuit comme des objectifs externes, alors qu'ils sont en réalité une construction intérieure. J'ai, bien sûr, comme plusieurs d'entre nous, ressenti cette impression d'être dans une course sans fin vers un bonheur insaisissable, d'avoir atteint un objectif en me rendant compte qu'il ne m'apportait pas ce que je voulais vraiment. Dans la prochaine section, nous allons explorer des alternatives plus saines et durables pour se libérer de ces illusions et avancer vers un épanouissement authentique. Alors maintenant, on se pose une question essentielle. Si les modèles classiques du bonheur et du succès sont erronés, que faut-il faire à la place? Comment sortir de cette course sans fin et trouver une approche plus saine pour s'épanouir? C'est justement là qu'une approche basée sur l'acceptation apporte une alternative intéressante. Plutôt que de chercher à éliminer toute souffrance pour être heureux, il s'agit d'apprendre à vivre avec nos pensées négatives et nos émotions inconfortables, sans les fuir ni les combattre. Au lieu de rechercher un état parfait de bien-être, on apprend à coexister avec nos peurs, nos doutes et nos insécurités, tout en avançant vers ce qui compte vraiment pour nous. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui rêve de monter sur scène pour chanter, mais qui est paralysé par la peur du jugement. Son instinct premier pourrait être d'attendre que cette peur disparaisse avant d'oser se lancer. Mais en réalité, cette peur ne disparaîtra peut-être jamais complètement. Plutôt que d'attendre un état où il n'aura plus d'appréhension, il peut apprendre à accepter cette peur, à la reconnaître sans s'y identifier, et à agir malgré elle. Il montera sur scène avec la peur, mais sans la laisser dicter ses choix. C'est là toute la différence. Le but n'est pas d'éliminer l'inconfort, mais d'apprendre à vivre pleinement avec, tout en avançant vers ce qui nous tient à cœur. Ça me fait penser à cette tendance qu'on voit souvent dans le développement personnel, l'idée qu'on devrait toujours être positif, toujours aller de l'avant, et que si on est malheureux, c'est qu'on ne fait pas assez d'efforts. Ce que tu dis, au fond, remet totalement en question cette approche, non? Absolument. Le problème avec cette obsession du penser positif, c'est qu'elle nous met encore plus de pression. Imagine quelqu'un qui traverse une période difficile, un deuil, une rupture, un échec professionnel. Lui dire de voir le bon côté des choses peut être contre-productif, voire culpabilisant. L'ACT propose au contraire d'accepter pleinement ses émotions sans chercher à les masquer. Ce qui compte, ce n'est pas d'éliminer la souffrance, mais de ne pas la laisser nous empêcher d'avancer. Et c'est là que Wilber apporte une autre dimension intéressante. Il explique que l'évolution de la conscience passe par des cycles où l'on doit d'abord déconstruire avant de reconstruire. Beaucoup de gens ont peur du changement parce qu'ils s'accrochent à ce qu'ils connaissent, même si cela les rend malheureux. Wilber montre que les personnes qui évoluent le plus sont celles qui acceptent ces phases de remise en question et de transformation, au lieu de résister et de chercher à maintenir un statu quo illusoire. Donc, plutôt que de chercher à se débarrasser de tout ce qui nous dérange, on devrait plutôt apprendre à vivre avec et à évoluer à partir de là. Bien sûr. On peut voir ça comme un entraînement mental. Imagine un coureur qui ressent une douleur légère pendant son entraînement. Il a deux options. Soit il s'arrête immédiatement et abandonne sa séance, soit il reconnaît cette douleur, l'accepte et ajuste son effort en conséquence. Dans la vie, c'est pareil. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre d'être prêts ou d'être dans un état idéal avant d'agir. Mais en réalité, c'est l'action elle-même qui permet de dépasser les blocages et de donner du sens à ce qu'on fait. Bien dit. Et ce qui est fascinant, c'est que, quand on commence à accepter nos pensées négatives sans lutter contre elles perdent naturellement leur pouvoir sur nous. Harris utilise une technique appelée diffusion cognitive, qui consiste à prendre du recul sur nos pensées, à les observer sans s'y identifier. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul »,
On apprend à reformuler cette pensée en « j'ai la pensée que je suis nul ». Ce simple changement crée une distance entre nous et nos pensées automatiques, ce qui permet d'éviter qu'elles nous contrôlent. C'est cool. Ça veut dire qu'au lieu de chercher à se débarrasser de nos doutes ou de nos peurs, on peut juste apprendre à les voir autrement. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la pleine conscience et la méditation. Ricard en parle beaucoup dans Plaidoyer pour le bonheur. Il explique que l'attention portée au moment présent, sans jugement, permet d'apaiser le mental et d'être plus en phase avec soi-même. Plutôt que de se laisser envahir par des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir, on apprend à être pleinement présent ici et maintenant. Ce que tu dis, ça me fait penser à tous ces impératifs à réussir sa vie. Si on accepte vraiment qu'on n'a pas besoin de tout contrôler, qu'on peut avancer malgré l'incertitude, bien ça change totalement la perspective de la réussite, non? Oui, et c'est là que Canfield apporte une nuance intéressante. Il propose des stratégies pour atteindre ses objectifs, mais il insiste aussi sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Il ne s'agit pas d'avoir un plan rigide et de s'y accrocher coûte que coûte, mais d'ajuster son parcours en fonction des réalités de la vie. La clé, c'est d'avoir une vision claire de ses valeurs et de ses priorités, sans être obsédé par un résultat précis. Donc, pour résumer, au lieu de lutter contre nos pensées et émotions négatives, au lieu de chercher un succès ou un bonheur absolu, on devrait plutôt apprendre à composer avec ce qui est là et avancer pas à pas. Oui. L'idée centrale, c'est que ce n'est pas l'absence de douleur qui définit une vie épanouie, mais la manière dont on choisit de vivre avec elle. Et plus on apprend à accepter nos imperfections, nos doutes, nos échecs, plus on est libre de construire une vie qui nous correspond vraiment. Cela rejoint la notion d'adaptation psychologique, qui permet de s'épanouir malgré l'incertitude, le stress et les difficultés, en ajustant continuellement sa façon de penser et d'agir. Alors que la résilience consiste à encaisser les chocs et à retrouver un état antérieur, l'adaptation, elle, implique un ajustement progressif qui transforme l'épreuve en un moteur de croissance. Plutôt que de simplement revenir à ce qui était, l'adaptation pousse à évoluer et à se réinventer en fonction des circonstances. En d'autres termes, une personne qui s'adapte véritablement aux épreuves ne se contente pas de les surmonter. Elle en tire des enseignements, ajuste sa trajectoire et les utilise comme des leviers pour se renforcer et évoluer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit un échec professionnel. Il pourrait le voir comme un coup dur irréversible, se décourager et ne plus oser prendre de risques. Mais il pourrait aussi s'adapter en tirant des leçons de cette expérience, revoir ses stratégies, identifier ce qui n'a pas fonctionné et utiliser cette connaissance pour rebondir plus intelligemment. C'est ce processus d'adaptation qui fait la différence entre quelqu'un qui se sent écrasé par ses difficultés et quelqu'un qui les transforme en opportunités d'apprentissage. Finalement, l'acceptation n'est pas une résignation. C'est une posture qui permet d'accueillir la réalité telle qu'elle est, avec ses imprévus et ses imperfections, pour mieux ajuster nos actions en fonction. Plus on s'adapte, plus on devient libre de tracer un chemin qui nous correspond réellement, sans être prisonnier de nos attentes initiales. C'est clairement une approche qui va à l'encontre de beaucoup de discours traditionnels, mais qui, au fond, semble bien plus réaliste et libératrice. Ça vaut le coup d'essayer de changer mon regard sur mes pensées et mes émotions. Ce qui me semblait insurmontable pourrait devenir plus facile à gérer simplement en l'acceptant. Dans le prochain segment, nous allons justement parler de stratégies concrètes pour mettre en pratique ces idées et avancer vers un épanouissement plus authentique. Passons maintenant à quelque chose de plus concret. Comment mettre tout cela en pratique? Dis-nous, Châtelain, quelles stratégies nous permettront de sortir de ces illusions reçues et de construire une vie réellement épanouissante? C'est une excellente question, parce que comprendre les illusions ne suffit pas. On peut avoir conscience des pièges du bonheur et du succès tout en restant coincé dans un mode de fonctionnement qui ne nous satisfait pas. C'est là qu'il faut mettre en place des stratégies pour agir différemment. Dans Le succès selon Jacques Canfield parle de l'importance de la responsabilité personnelle. Il explique que l'une des clés du succès, ce n'est pas d'attendre que les choses changent, mais de prendre en charge son propre développement. Cela signifie reconnaître qu'on ne contrôle pas toujours les événements extérieurs, mais qu'on a toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'acceptation dans la section précédente. L'idée, au fond,
c'est qu'on ne doit pas attendre d'être dans un état parfait pour agir. En effet, une des stratégies les plus puissantes pour avancer malgré les doutes, c'est d'adopter une approche progressive et expérimentale. Plutôt que d'attendre d'avoir un plan parfait, il faut tester, ajuster et apprendre en chemin. Par exemple, quelqu'un qui veut changer de carrière peut commencer par explorer une nouvelle activité à petite échelle avant de faire un saut définitif. Wilber, dans Une brève histoire de tout, parle aussi de cette évolution par étapes. Il montre que la transformation personnelle ne se fait pas en un seul saut, mais par une accumulation de petites prises de conscience et d'actions progressives. On évolue à travers des cycles d'expérimentation, et chaque expérience enrichit notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Donc, au lieu de chercher un changement radical du jour au lendemain, on devrait plutôt cultiver de nouvelles habitudes et tester différentes approches? Oui. Et c'est là que les pratiques comme la pleine conscience et l'alignement avec ses valeurs prennent tout leur sens. Mathieu Ricard, dans Plaidoyer pour le bonheur, insiste sur l'importance de cultiver un état d'esprit attentif et présent. Il montre que le bonheur ne réside pas tant dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans la manière dont nous vivons chaque instant. Une stratégie concrète pour cela, c'est la pratique de la gratitude. Des études en psychologie positive montrent que noter régulièrement 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant peut significativement améliorer notre bien-être. Ça ne signifie pas nier les difficultés, mais apprendre à porter son attention sur ce qui nous nourrit réellement. Cela me dit que de toujours courir après quelque chose de nouveau, on devrait apprendre à apprécier ce qui est déjà là. C'est ça l'idée. Et ça ne s'applique pas seulement au bonheur, mais aussi à la manière dont on définit notre réussite. Beaucoup de personnes passent leur vie à poursuivre des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. L'une des stratégies les plus puissantes est donc d'identifier ses valeurs fondamentales. Plutôt que de se laisser guider par des attentes externes, on peut se demander: qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont les expériences qui me donnent un sentiment de satisfaction profonde? Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, Russ Harris propose un exercice simple. Imaginez que l'on regarde sa propre vie depuis le futur et se demander quelles actions et quelles relations auront réellement compté. Cet exercice permet de clarifier ce vers quoi on veut aller sans être prisonnier des standards imposés par la société. C'est intéressant, parce que souvent, on pense qu'on doit d'abord réussir pour être heureux. Mais là, vous dites que le vrai travail, c'est d'abord de comprendre ce qui compte vraiment pour nous. Tout à fait. Une autre stratégie essentielle, c'est la notion de petite victoire cumulative. Plutôt que d'attendre d'atteindre un grand objectif pour ressentir de la satisfaction, on peut découper nos ambitions en petites étapes. Cela renforce la motivation et donne un sentiment de progression constante. Par exemple, si quelqu'un veut adopter une nouvelle habitude, comme la méditation ou l'écriture, au lieu de viser directement une pratique quotidienne intensive, il peut commencer par quelques minutes par jour et augmenter progressivement. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection immédiate, mais la régularité et l'adaptation à long terme. C'est une approche qui semble plus durable et moins stressante que les objectifs trop ambitieux qui finissent par nous décourager. Exactement. Et une dernière chose qui peut faire toute la différence, c'est de s'entourer des bonnes personnes. On parle souvent de réussite individuelle, mais en réalité, notre environnement joue un rôle crucial. Les personnes avec qui nous passons du temps influencent nos croyances, nos habitudes et notre état d'esprit. Wilber et Ricard insistent tous deux sur l'importance de la communauté et des relations authentiques. Avoir des cercles de soutien, des mentors ou des amis qui partagent nos valeurs et qui nous inspirent peut grandement faciliter notre évolution personnelle. Si on résume le tout, pour avancer vers un épanouissement authentique, il faut prendre la responsabilité de son propre développement sans attendre des conditions parfaites, avancer progressivement en testant différentes approches plutôt que de chercher une transformation immédiate, se concentrer sur nos valeurs fondamentales plutôt que sur des standards extérieurs de réussite, cultiver des habitudes positives comme la gratitude et la pleine conscience, décomposer nos objectifs en petites étapes atteignables et finalement s'entourer de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent. Ça fait une bonne feuille de route. Oui, et ce qui est génial, c'est que ces stratégies sont accessibles à tout le monde. On n'a pas besoin d'un grand bouleversement, juste d'une approche différente et plus consciente de la manière dont on construit notre vie. Et surtout, il faut se rappeler que ce processus n'a pas de fin. L'épanouissement n'est pas un état figé.
C'est un cheminement continu qui s'adapte à nos expériences et à notre évolution. Et pour conclure, les remerciements d'usage. Alors merci à Châtelain et Châtel, même si vous êtes des IA, pour ces échanges passionnants. Merci à nos auteurs qui m'ont d'abord captivé par leurs livres que j'ai lus avec énormément d'intérêt. ChatGPT m'a aidé à synthétiser chacun de ces livres chapitre par chapitre et à construire ce podcast. Et merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette exploration et jusqu'à la fin. À très bientôt pour un prochain épisode de Podchat.